Six semaines sans la moindre attaque, sans une seule bombe envoyée sur Gaza et sans une seule balle tirée dans l'enclave palestinienne. Israël propose vraisemblablement un cessez-le-feu après 8 mois de guerre. Mais ce n'est pas Benjamin Netanyahou qui l'a annoncé. Non, tout cela est passé par l'intermédiaire de Joe Biden, le président américain qui a précisé les contours définis par l'État hébreu. J'ai eu nombre de conversations avec les dirigeants israéliens et égyptiens. Israël a présenté une nouvelle proposition, une feuille de route afin d'obtenir un cessez-le-feu durable et une libération de tous les otages. Cette nouvelle proposition est constituée de 3 phases. La première phase durerait 6 semaines et elle inclut un cessez-le-feu plein et entier, un retrait des forces israéliennes des zones habitées de Gaza et la libération d'un certain nombre d'otages, les femmes, les aînés, les blessés, en échange de la libération d'un certain nombre de citoyens palestiniens. Et nos experts pour analyser tout ça avec Margot Haddad. Bonjour à vous, experte des questions internationales. Aline Lebaille-Crémer, experte également internationale. Aurélien Duchesne, expert géopolitique et défense. Et Vincent Hugeux, expert des terrains de guerre notamment. Bonjour à tous les 4. Alors déjà, Margot, première question, pourquoi c'est Joe Biden qui l'a annoncé et pas directement Israël ? Je pense que Joe Biden a dû forcer la main directement aux Israéliens en essayant d'avoir au moins une proposition qui soit acceptable et qui peut être acceptée potentiellement par le Hamas, c'est-à-dire avec ce cessez-le-feu complet que demandait le Hamas. Mais en même temps, il faut savoir que dans ces 3 phases, il y a une première phase concernant les otages, et ça, Israël ne veut pas écarter cette proposition-là. C'est d'abord les otages les plus fragiles, puis la libération complète des otages. Et c'est là-dessus que ça peut potentiellement être compliqué, parce que le Hamas le sait très bien, les otages sont leur monnaie d'échange, leur permettent également de tenir leur ligne, de continuer les combats. Et on l'a vu avec la prise de conscience internationale après ce qu'il s'est passé à Rafah, avec une bombe américaine, je le rappelle, eh bien là, il fallait forcément trouver une porte de sortie ou au moins une proposition. Après, je me méfie des effets d'annonce, même quand ils viennent du côté américain, parce que ça fait plusieurs fois qu'on propose des propositions égyptiennes et israéliennes et qu'elles n'aboutissent pas, tout simplement parce que Israël met ses limites avec la destruction complète du Hamas, qui n'est pas une possibilité en soi et qui n'est pas un but de guerre. On l'a entendu avec tous les militaires qui étaient sur nos plateaux. Et de l'autre côté, le Hamas qui veut libérer les otages au compte-gouttes, ce qu'Israël, bien évidemment, ne souhaite pas et veut la libération totale de ces otages qui sont là-bas depuis le 7 octobre. Ça veut dire, Vincent, qu'aujourd'hui, on a la possibilité de voir Israël dire « Attendez, Biden est allé un peu trop vite, un peu trop loin, donc en fait, nous, on n'est pas nécessairement d'accord avec ce plan-là ». C'est possible ou c'est délicat vis-à-vis de la diplomatie, justement ? C'est compliqué parce que l'essentiel, pour ce que l'on connaît de ce plan, avait déjà été quasiment finalisé au début du mois. Et ce, avec l'aval des autorités israéliennes. N'oublions pas non plus un événement qui est un peu passé inaperçu. Il y a eu à la mi-mai une réunion à Paris avec David Barnea, le chef du Mossad, William Burns, le patron de la CIA, et puis le Premier ministre du Qatar. On sait le rôle que l'Égypte et le Qatar jouent en qualité de médiateurs. Et à cette époque-là, Israël avait signifié son désir de relancer un cycle de négociations. À ma connaissance, les seules différences entre le plan qui avait été finalisé quasiment début mai et celui-ci, c'est précisément qu'on entre moins dans le détail. Je me souviens qu'à l'époque, on était descendu à un niveau de détail extrêmement sophistiqué, au point, pardon pour cette comptabilité macabre, au point d'arrêter un taux de change de l'otage israélien. C'est-à-dire un otage vivant pour autant de prisonniers palestiniens libérés, un otage décédé, etc., etc., militaire, pas militaire, femme, etc. À ma connaissance, et sous bénéfice d'inventaire, et je crois que c'est plutôt fécond tactiquement, on n'est pas là dans un même degré de finesse du trait, si vous voulez. Donc, il n'est pas exclu que ça fonctionne. Je partage la prudence de Margot, et notamment parce que j'ai juste cité 2 ou 3 écueils potentiels. D'abord, il y a toujours la question assez opaque de la relation entre le bureau politique du Hamas, qui est entre Doha et Istanbul, et les chefs de l'intérieur. Bon, est-ce qu'ils sont exactement sur la même ligne ? Et puis, deuxième élément, et je m'arrêterai là, le Hamas lui-même n'a pas nécessairement la main
sur un nombre considérable d'otages vivants. Il y a non seulement d'autres factions armées qui ont conservé comme monnaie d'échange et levier d'influence leur stock, pardonnez-moi, d'otages. Et puis, il y a aussi une tradition, je dirais, clanico-familiale à Gaza qui fait que ils peuvent, l'un ou l'autre de ces otages, échapper à l'autorité politique et même militaire du Hamas. Alors, on l'a dit, Aurélien Duchesne, hein, c'est peut-être en effet Joe Biden qui est allé un peu vite en besogne en annonçant, en tordant le bras presque d'Israël. Aujourd'hui, Israël ne peut pas aller contre cette volonté-là parce que, encore une fois, avec la déferlante de réactions qu'il y a eu après l'attaque à Arafat, plusieurs dizaines de morts parmi les civils, en fait, on est obligé de faire un peu profil bas à Israël, même si jusque-là, on se moque un peu des recommandations internationales, mais là, on voit bien qu'on marche sur des œufs. Il y a à la fois les pressions extérieures à l'endroit d'Israël et singulièrement de Benjamin Netanyahou, mais il y a aussi les pressions intérieures. C'est-à-dire que, par exemple, l'un des piliers de ce gouvernement d'union nationale, Benny Gantz, qui était considéré jusqu'à il y a récemment encore comme le principal rival de Benjamin Netanyahou dans les sondages, lui, Benny Gantz, on voit que désormais il baisse dans les sondages. Il est revenu à son étiage sondagier d'avant la guerre et que Netanyahou, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre, Netanyahou remonte dans les sondages. D'autre côté, il y a les plus radicaux, ses partenaires d'extrême voire d'ultra-droite au gouvernement israélien qui, eux, évidemment, ne sont pas spécialement les plus allants pour négocier. C'est un petit peu le parallèle avec ce qu'évoquait Vincent. On a d'un côté un Hamas qui n'a pas forcément tous les leviers pour mettre en œuvre un éventuel deal, notamment au sujet des otages. Mais de l'autre côté, dans la coalition de Netanyahou, il fait face aux pressions à la fois de ceux qui disent il faut prendre en compte les otages, il faut aller vers un chemin de paix, et de l'autre côté ses alliés, sur lesquels il n'a plus de majorité à la Knesset, au Parlement israélien, qui peuvent faire la pression en disant non, exterminons le Hamas, allons jusqu'au bout, pas de traité de paix pour l'instant. Aline Levesque-Reimer. Benny Gantz, justement, il était question de sa démission qui a été remise, en fait. Oui, juin, oui. Voilà, remise. Ou pas. En tout cas, il était question de sa démission, mais elle était. J'ai pas exactement la même lecture, moi, sur la façon dont les choses sont annoncées. Je pense que finalement, au contraire, la pression est quand même mise beaucoup sur la Hamas, dans la mesure où, clairement, à la face du monde, avec les États-Unis au milieu, la balle est dans votre camp. Là, c'est clair, en fait. Biden explique. Israël a proposé ça. Israël est d'accord, maintenant c'est à vous de décider. Donc en fait, c'est pas si clair que la pression absolue soit mise sur Israël en réalité. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, notamment dans les heures qui viennent à suivre, parce que toute une partie de la population, finalement, comme le 7 octobre, c'est Shabbat en Israël. Donc finalement, il y a une grande partie de la population qui n'est pas vraiment encore au courant, même si Shabbat, même si c'est Shabbat, ça circule, il y a des journaux et tout le monde ne fait pas Shabbat. Mais enfin, il y a quand même ça qui va être intéressant à monitorer dans les heures qui viennent. Selon Haaretz, il y a quand même des sources qui disent a priori, il ne va rien se passer. Autre son de cloche, par contre, côté du Forum des familles des otages, où là, il y a un espoir immense. Ils se sont exprimés en disant que c'était une occasion à ne absolument pas manquer. Donc ça, c'est extrêmement important. Et sur la question des otages, ça remet aussi la question des otages au centre de tout, et notamment du côté israélien, où finalement, cette question-là est quand même absolument la clé de beaucoup d'apaisement, parce que là, il y a il y a encore 125 personnes, et pour qu'il se passe quelque chose, selon moi, il faut absolument que cette question des otages soit résolue. Oui, je rejoins totalement Aline sur ce point-là, parce que quand j'échange avec des Israéliens, surtout des jeunes qui sont extrêmement pacifistes, surtout ceux qui habitent à Tel Aviv, il faut aussi avoir conscience, je parle souvent de l'immensité de la Russie pour expliquer la situation là-bas, là je parlerai aussi d'un pays qui est extrêmement petit, où tout le monde se connaît. Et en fait, dans les otages, tout le monde connaît quelqu'un à une soirée ou autre, surtout dans la jeunesse israélienne. Et donc, c'est la radicalité qu'on voit dans les sondages par rapport à Benjamin Netanyahou, c'est parce que les otages sont encore là-bas. Si les otages étaient de retour, cette guerre du côté israélien, on n'aurait pas le même prisme, et il demanderait à ce que les bombardements cessent, parce que la volonté n'est pas de taper sur Gaza de manière incessante et d'avoir le Hamas. La jeunesse israélienne vous le dit très clairement. Nous, le Hamas, on sait qu'il a toujours existé. On a cohabité avec le Hamas à nos frontières. Maintenant, le problème, ce sont nos otages qui sont encore là-bas, nos amis, surtout des jeunes, des bébés qui sont encore retenus en otage, qui ne reviennent pas. Et c'est pour ça qu'on soutient le cabinet de guerre, non pas seulement juste Netanyahou, le cabinet de guerre qui
qui ira jusqu'au bout pour aller chercher nos otages et même les corps des otages, puisque c'est la politique israélienne. Et justement, si je puis me permettre, en fait, ça va permettre aussi de clarifier, parce que ça c'est une énorme angoisse israélienne, qui est mort, qui est vivant. Et là, le Hamas va être obligé de se positionner. Vincent, je donne la parole dans un instant. D'abord, j'aimerais juste qu'on écoute Joe Biden, parce que lui aussi, il dit la même chose. Il dit en fait, tout le monde est gagnant dans cette histoire, et les Gazaouis, et de l'autre côté, en effet, les familles d'otages. Écoutez. Nous souhaitons que les otages israéliens soient libérés, le retour des corps des otages qui ont été tués auprès de leurs familles pour leur apporter une certaine paix dans leur deuil. Les civils palestiniens pourront rentrer chez eux, dans tous les quartiers, dans toutes les zones de Gaza et notamment au nord. Une aide humanitaire de 600 camions entrera chaque jour dans la bande de Gaza. Avec le cessez-le-feu, cette aide humanitaire pourra être distribuée en sécurité à celles et ceux qui en ont besoin. Des centaines d'abris seront construits avec l'aide de la communauté internationale. Tout cela et bien plus encore sera mis en œuvre dès à présent. Et on va retrouver justement Nicolas Roget, notre correspondant en Israël. Bonjour à vous, merci d'être avec nous ce matin parce qu'on le disait, les familles, elles attendent cela avec impatience, le retour des otages. Et là, c'est une nouvelle étape qui a été franchie. Oui, tout à fait. Et donc évidemment, tous les collectifs de familles d'otages, mais aussi les voix individuelles qui se sont exprimées ces 8 derniers mois, tout le monde a un petit peu la même façon de voir les choses. C'est-à-dire ils ont accueilli cet accord, cette annonce de Joe Biden avec un grand intérêt, avec une grande positivité, un grand espoir évidemment. Alors c'est des espoirs qui ont été régulièrement déçus, donc tout le monde prend un peu ça avec des pincettes et je pense que c'est un petit peu ce qui se ressent aujourd'hui en Israël et aussi du côté gazaoui, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sûr si ça va aboutir, on ne veut pas avoir de faux espoirs, des espoirs déçus, mais clairement c'est ça qui se passe. Après pour les familles d'otages, c'est compliqué en même temps parce qu'ils savent très bien que c'est une question de politique intérieure pour Benyamin Netanyahou en particulier, et ce qui faisait la une des journaux hier, c'était ces fuites qui étaient sorties d'un meeting entre le conseiller à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi, un proche de Benyamin Netanyahou, qui avait dit aux familles d'otages de façon assez malpolie, par ailleurs, qui avait dit aux familles d'otages que de toute façon, il n'y aurait pas de fin de la guerre pour amener les otages, qu'il pourrait y avoir une première phase pour libérer certains otages, les cas les plus problématiques, mais que fondamentalement, la fin de la guerre n'arriverait que si vraiment les sondages montraient que c'est ce que les Israéliens désireraient et qu'il y avait donc ce facteur politique. Évidemment qu'il y a une partie des Israéliens qui veulent finir cette guerre, mais il faut rappeler que dans la population israélienne, il y a encore quand même ce sentiment qu'il faut revenir à une certaine dissuasion par rapport à Hamas et par rapport aux autres acteurs régionaux, et donc que seul montrer la force jusqu'au bout peut arriver à ce résultat. Donc les familles d'otages, pour l'instant, encore dans des précautions. Très clairement, il va y avoir des appels. Il y a eu des appels déjà hier soir à une mobilisation dans les rues israéliennes. Ce soir, évidemment, à Tel Aviv et dans les jours qui viennent. Et je pense qu'on peut s'attendre à voir beaucoup d'Israéliens se joindre à ce mouvement dans les jours qui viennent. Et on suivra ça effectivement avec vous d'ailleurs, Nicolas Rouget. Merci beaucoup. Vincent Hugeux. Oui, très rapidement, le facteur Shabbat évoqué par Aline à l'instant est loin d'être anodin. Un confrère israélien faisait remarquer ce matin que si l'information a fuité dans cette période, donc à la veille du jour sacré du Shabbat pour les observants, c'était pas tout à fait par hasard. Et c'était pour le cabinet Netanyahou une manière de neutraliser, en tout cas en partie, le courroux ou la fureur des ministres les plus radicaux de son propre cabinet. Deuxième et ultime remarque, il y a eu quand même du côté américain des signes avant-coureurs. Je me souviens qu'il y a quelques jours, après que précisément Tzachi Hanegbi, que Nicolas Rouget mentionnait à l'instant, c'est-à-dire le conseiller à la sécurité nationale, ait évoqué l'hypothèse d'une guerre qui pourrait encore durer 8 ou 9 mois. Ou 7 ou 8 mois, plus exactement. Eh bien, il y avait une réaction assez vive de Anthony Blinken qui avait dit ceci. Sans plan clair pour le jour d'après, il n'y aura pas de jour d'après. Si ce n'est pas le cas, nous aurons le chaos, l'anarchie et un vide qui sera peut-être comblé à nouveau par le Hamas, voire par les djihadistes. Donc on sent bien quand même la montée de la pression, elle ne date pas des 48 heures écoulées. Justement, Aurélien, la question qui va se poser maintenant, et d'ailleurs Joe Biden le dit, il dit on ne peut pas laisser passer une occasion comme celle-ci. La question va être de savoir si le Hamas va accepter cela. Le Hamas qui qualifie d'ailleurs cet effort de positif. Ça veut dire qu'on part plutôt bien. Mais c'est terrible de se dire qu'aujourd'hui, la balle est entre les mains du Hamas. C'est un groupe terroriste qui va décider de la suite de ce conflit. Un groupe terroriste qui, comme le soulignait là encore Vincent, est quand même assez atomisé et n'a pas forcément... On négocie pas de parti à parti. Alors, il y a un tiers qui est les États-Unis, mais on négocie pas comme si on parlait de 2 États qui ont leur diplomatie structurée pour trouver un accord. L'autre aspect est que, fin mars, je crois, c'était par exemple le Hamas qui s'était montré, il me semble, moins allant sur d'autres négociations pour justement un autre cessez-le-feu. Et enfin, il y a tout simplement l'aspect en face, si je regarde du côté israélien. J'aimerais savoir à quelle mesure le discours pour critiquer les objectifs irréalistes qui sont ceux du gouvernement israélien, on parlait déjà en 2014 d'éradiquer le Hamas, là ça paraît
tout aussi hors de propos. En 2024, on parle d'un tiers des combattants du Hamas qui auraient été éliminés. On sait très bien qu'on ne peut pas éradiquer un adversaire comme le Hamas qui naît encore plus justement du ressentiment de la population palestinienne. Je ne sais pas en quelle mesure est-ce qu'il y a en Israël un discours qui monterait pour essayer de dire que, au fond, les objectifs qui sont ceux du gouvernement Netanyahou, au plan militaire, sont inaccessibles et qu'un jour ou l'autre, il faudra effectivement accepter d'aller vers un vrai traité. Ça monte, ce discours-là, il monte. Oui. Et c'est exactement ce que dit Benny Gantz. En fait, Benny Gantz, quand il dépose sa motion de censure à la Knesset, il dit que c'est parce que le gouvernement actuel n'a pas donné d'explication sur ce que sera l'après-Gaza. Et donc, la gauche israélienne veut à tout prix avoir une solution où les Palestiniens pourront gagner leurs terres, pourront avoir justement une autorité palestinienne auquel ils croiraient, c'est-à-dire que forcément à l'heure actuelle ça inclut le Hamas, mais rappelez-vous tout de même des mémoires de Bill Clinton quand il parle de Camp David avec Yasser Arafat, il a dit que le problème c'était que Yasser Arafat n'avait pas pu dépasser son rôle de chef de guerre pour devenir un chef politique. Et justement, c'est ce qu'il faudrait à l'heure actuelle, c'est-à-dire trouver une autorité palestinienne politique qui reconnaît également Israël et qui ne soit pas non plus dans la corruption actuelle de Mahmoud Abbas et d'autres. On a cette option-là qui est Mohamed Barghouti, qui est lui actuellement dans les geôles israéliennes, mais qui pour l'instant ne sort pas aussi parce que Mahmoud Abbas ne souhaite pas qu'il sorte, parce que Mahmoud Abbas à l'heure actuelle refuse aucun opposant politique sur l'autorité palestinienne. L'autre question aussi, Vincent, c'est de se dire, ok, en effet, si on met en place une trêve avec un échange d'otages prisonniers, en effet, entre Israël et Gaza, que va-t-il se passer après ? Parce qu'une fois qu'il n'y aura plus d'otages, rien n'empêcherait Tsahal de relancer une opération sur Gaza. Et c'est peut-être aussi ça qu'on veut éviter. Comment est-ce qu'on peut avoir des garanties là-dessus ? C'est là où il y a un espace d'incertitude assez béant, puisque Netanyahou maintient le discours selon lequel il ne renoncera à aucun des objectifs qu'il s'est assignés, ce qui entre évidemment en contradiction avec l'exigence dite non négociable du Hamas, à savoir non pas d'une trêve uniquement de 6 mois, mais d'une houdna, comme on dit en arabe, c'est-à-dire une trêve de longue durée, et en réalité un retrait définitif. Donc on sent que là, ça peut coincer. J'ajoute que dans les 3 phases évoquées par Joe Biden, qui là encore sont grosso modo conformes au plan esquissé au début du mois de mai, il y a évidemment ce cessez-le-feu, mais il y a donc le retrait israélien des zones densément peuplées, qui reste à définir. Qu'est-ce qui est densément peuplé ? Toute la bande de Gaza est densément peuplée. C'est la densité démographique la plus élevée au monde. Bon. Ensuite, il y a la question des otages, donc les plus vulnérables, etc. Et puis il y a le retour des déplacés. Là encore, comment organise-t-on le retour des déplacés si dans le même temps, on estime, côté israélien, que l'on est en droit de mener des opérations, des raids, des commandos, etc. Et donc ça n'est que la première phase. Et ensuite, il y a une deuxième phase avec le solde des otages, en quelque sorte, et puis le retrait de toute la bande. Mais là encore, comment peut-on concilier l'acceptation de cette phase numéro 2 et le droit que revendique Israël d'intervenir en tant que de besoin pour des actions de nature antiterroriste. Et puis alors, la phase 3 paraît presque fantasmée aujourd'hui. On parle de reconstruction. Oui, bien sûr. Il faudra reconstruire. Forcément, puisque tout est détruit. Un tas de gravats, absolument. Oui. Aline Louek-Rémer, il y a aussi cette autre hypothèse qui consiste à dire que le Hamas refuserait. Et en effet, ça pourrait quelque part redorer le blason d'Israël, parce qu'on pourrait dire, regardez, Israël a essayé. Donc en fait, là, j'allais dire, les critiques au sujet de Benyamin Netanyahou notamment commenceraient peut-être un peu à cesser. Je pense que cet angle fait très exactement partie de ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a déjà eu cette question-là à poser, c'est-à-dire de renvoi de balles, sans évidemment mettre d'équivalence entre Israël et le Hamas. Non, c'est l'autre qui ne veut pas. Voilà. Ouais. Et donc ça s'est déjà produit depuis 8 mois à plusieurs reprises. Donc il y a une forme de maintenant tout le monde est témoin. Je mets ça sur la table, très franchement à la face du monde, parce que là Biden, on va dire, se met en porteur de garantie de ce que disent les uns et les autres, et je prends le monde à témoin. Voilà ce que un tel a dit, voilà ce que le Hamas peut dire. Maintenant, dites-nous, vous, très concrètement, publiquement, sans passer par finalement ce qui est nécessaire, mais des groupes, des réunions où finalement rien ne sort en toute transparence, et c'est bien normal. Donc là, il y a une forme de maintenant, bas les masques aussi.
qui est vivant chez les otages et encore une fois à quel point c'est immense dans la société israélienne et en fonction du poids que ça peut jouer d'un côté comme de l'autre. À quel point il y a quand même ça qui est, pardon de me répéter, mais fondamental pour la structuration et le mouvement qui peuvent, les dynamiques qui peuvent agiter la société israélienne. Très concrètement, pour donner un exemple, de savoir ce qui obsède énormément d'Israéliens, est-ce que Kfir Bibas, le petit bébé roux qui est sur beaucoup d'affiches, est-il encore vivant, oui ou non? Et il ne faut pas sous-estimer cette portée symbolique absolue et ce désir de vérité à cet endroit-là. Et là, en fait, on oblige le Hamas à mettre un peu de vérité dans énormément de mensonges. Surtout qu'on a vu que la famille Bibas avait été donnée au djihad islamique. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi des otages, on ne sait pas où ils sont dans d'autres clans. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont séparés entre le Hamas, le djihad islamique, peut-être la fosse au lion, on ne sait rien. Et donc cette incertitude-là, elle est insupportable pour la société israélienne.